l'utilisation mondiale de l'eau entre 1900 et 2010 a été multipliée par 6, c'est-à-dire un accroissement de plus 1% par an, qui est quasiment le double de la démographie finalement, principalement pour l'agriculture, mais beaucoup pour l'industrie aussi. Et donc, on voit bien le parallèle de ces courbes qui tendent plutôt vers une sorte d'exponentielle, voire peut-être une stabilisation, entre la courbe de la croissance démographique, la courbe de la croissance de l'énergie, donc du mode de vie finalement, et également tout ce qui s'ensuit en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'eau, elle est sous pression, et ce n'est pas pour parler de robinet, hein, c'est pour parler de pression vraiment anthropique. Et puis ces pressions anthropiques se retrouvent dans pratiquement tous les secteurs, hein. Chaque secteur a des usages très particuliers qui sont parfois opposés les uns aux autres et qui entraînent des impacts sur les ressources en eau. Si on... On a donc en 2016, en 2015 plutôt, commencé à travailler sur une stratégie d'adaptation au changement climatique. On a voulu que cette stratégie soit fondée autant que possible sur des mesures sans regret, c'est-à-dire qu'elle soit bénéfique, quelle que soit l'ampleur des changements climatiques, parce qu'on n'est pas capable de prédire l'ampleur des changements. On sait juste qu'il y aura des changements à la fois brutaux et à la fois des changements de fond, donc on sera de toute façon obligé d'être plus flexible. Et donc, on s'est quand même donné comme directive, voilà, de choisir des mesures qui sont flexibles dans le temps, qui sont flexibles économiquement et qui consomment le moins de ressources possible. On a voulu aussi que ces mesures soient multifonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles remplissent plusieurs objectifs finalement, que les impacts positifs se constatent sur plusieurs aspects environnementaux. On a voulu évidemment que ces mesures soient atténuantes pour le climat, hein, c'est ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est-à-dire qu'il faut forcément que les mesures d'adaptation soient des mesures qui, ben, par exemple, n'aient pas pour effet d'augmenter les gaz à effet de serre, n'aient pas pour effet d'augmenter la demande en énergie. On a voulu qu'elle soit solidaire, parce que ça, c'est un des principes fondateurs des agences de l'eau, hein, depuis les années 60. C'est donc une répartition des efforts à différentes échelles, une solidarité entre le rural et l'urbain, entre l'amont et l'aval. Et donc, avec pour but d'améliorer la résilience des territoires et des écosystèmes. On a choisi en fait de faire une stratégie assez collaborative. Donc, comme vous le voyez, on a fait plus de 30 réunions locales et thématiques. Et on avait plusieurs piliers, on va dire, dans cette méthode. Donc l'agence de l'eau a donné un petit peu les lignes rouges, elle a donné les grandes orientations, la philosophie de la stratégie, la grille de lecture des différentes actions d'adaptation au changement climatique pour savoir si c'était des actions qu'on souhaitait soutenir ou pas. On a donc été accompagné par 17 experts de domaines différents. On avait des hydrogéologues, on avait des climatologues, on avait des économistes, des sociologues, enfin, donc des agronomes évidemment. Pour bien comprendre ce que sont les projets de solutions fondées sur la nature, c'est qu'on cherche également à avoir vraiment un impact significatif donc sur le défi auquel on s'attaque, et donc des projets qui soient développés à une échelle du paysage, donc une échelle géographique qui soit assez importante, et des projets également qui s'inscrivent dans le temps long, donc des projets les plus pérennes possibles, pour vraiment pouvoir montrer que ces projets de préservation, de gestion durable, de restauration des écosystèmes apportent une réponse efficace aux défis qu'elles vont chercher à traiter. On peut par exemple végétaliser les versants pour réduire le ruissellement et l'érosion, végétaliser les lits des ravines pour réduire les sédiments fins dans les cours d'eau. On peut aménager des zones d'expansion de crues pour permettre aux cours d'eau de déborder. Sur justement temps court, temps long.
Et puis, vous voyez, il y a effectivement tout en bas à gauche le côté évidemment prémonitoire, on va dire, des pandémies. Mais ce n'est pas plus prémonitoire que ça. On va pouvoir tomber au hasard et de façon conjuguée sur l'ensemble de ce qu'on peut voir ici en termes de choc et stress. Donc, la résilience, l'adaptation, elle va résider beaucoup dans les gens et dans les infrastructures et dans leur capacité à répondre. Là, plus sur un enjeu un peu différent qui est tout simplement l'approvisionnement en eau et l'agriculture durable. Pas évident en zone de grande culture hyper intensive en Île-de-France. Ça a porté donc sur 260 exploitations agricoles, donc dans cette zone soumise à contrainte environnementale par arrêté préfectoral, avec un mode de gouvernance multi-acteurs qui est hyper innovant. Et je trouve vraiment intéressant que tout le monde, donc même si je n'ai pas dit les points faibles, mais les points faibles, c'est arriver à assurer une continuité dans la durée, à dégager le temps aussi par rapport à nous, à nos contraintes d'exploitation, à notre cœur de métier. Et donc le point très positif, c'est que l'ensemble des acteurs a suivi l'ensemble des projets.